2 morts et l'attention disparaît presque aussitôt. Sur un plateau en Iowa, Donald Trump réagit à une fusillade et lâche un mot lourd, terrible. Il s'arrête sur un détail précis, presque clinique, a gun fully loaded, 2 magazines. L'image est violente, difficile à esquiver. Et pourtant, regarde ce qui se passe ensuite. En quelques phrases, la scène se dilue. On glisse vers des chiffres de criminalité au plus bas. Puis la frontière, puis les tarifs, puis des milliards de dollars. Le choc reste, mais le centre de gravité bouge. Pourquoi ça te concerne? Parce que c'est exactement comme ça que l'actualité te traverse, pas en te cachant les faits, mais en les noyant dans un flot plus large, plus rapide, plus maîtrisé. Le sujet n'est pas ce qui est dit. Le sujet, c'est ce qui prend toute la place juste après. Écoute attentivement. À un moment précis, Trump prononce une phrase presque anodine. Elle ne parle pas des tirs. Elle explique comment le récit se déplace. L'événement central, officiellement, ce sont 2 fusillades, des images qui ont tourné partout, des réactions immédiates, des émotions fortes. Mais dans cette interview, seuls 60% de l'histoire sont vraiment racontées. Le reste se joue ailleurs. Trump ne s'attarde pas longtemps sur les tirs eux-mêmes. Très vite, il élargit. Il parle de l'Iowa, des rallyes, des ratings. Puis il injecte un cadre beaucoup plus large, criminalité nationale, frontières, économie, milliards d'investissements, record-setting year. À aucun moment, il ne reste enfermé dans l'événement initial. Chaque réponse ouvre un cercle plus grand. Minnesota devient un symbole. Les fusillades deviennent un point d'entrée, pas une destination. Et c'est là que le pattern apparaît. Ce n'est pas un incident isolé, c'est une méthode répétée. Partir d'un choc précis, puis l'inscrire dans un récit de performance globale. Mais pose-toi la question que peu de gens posent. Si l'histoire principale n'est plus l'événement, alors qu'est-ce qu'on te demande vraiment d'évaluer? L'acte lui-même ou la narration qui l'engloutit? C'est ici que le premier élément de preuve change la lecture. À un moment clé, Trump affirme « We have the lowest crime numbers in the history of our country ». Il ajoute un chiffre implicite par accumulation « Over 2 weed hardened criminals retirés de Washington, D.C., thousands du Minnesota ». Et il insiste sur une scène presque visuelle « You can walk your family down the middle of the street, nothing's going to happen ». Ce n'est pas une opinion abstraite, c'est une image guidée, facile à retenir, facile à répéter. Puis il introduit un contraste brutal. Le Minnesota, dit-il, est « the only place » où ça résiste. Pourquoi? Parce que, selon lui, paid agitators, paid insurrectionnistes et des responsables locaux qui compliquent l'opération. Remarque ce qui est précis et ce qui ne l'est pas. Les lieux sont nommés. Les chiffres sont martelés, mais les mécanismes exacts de ces paid agitators restent flous. La preuve n'est pas seulement dans ce qu'il affirme, mais dans l'asymétrie du détail. Là où il veut convaincre, il chiffre. Là où il veut déplacer le doute, il généralise. Et maintenant, écoute bien ce qu'il ne nie jamais directement. C'est là que l'histoire commence à accélérer. À partir de là, la tension monte d'un cran. Le discours ne se contente plus de comparer des chiffres. Il normalise une situation exceptionnelle. Trump aligne les exemples comme une série rapide. Washington, D.C., very dangerous place a year and a half ago. Maintenant, as safe as you can get. Memphis, one of the worst, puis very little crime. New Orleans, cut the crime by 6 and 7% in 4 weeks. À chaque fois, le même schéma. Chaos avant, contrôle après. Et au milieu de cette liste, le Minnesota devient l'anomalie. Il répète que c'est « the only place où ça ne fonctionne pas comme ailleurs ». Pas un problème parmi d'autres, l'exception. Puis il ajoute un précédent implicite. Ailleurs, ça a déjà marché. Vite, fort, sans débat. Ce qui hier semblait extrême devient aujourd'hui présenté comme la norme efficace. Retirer thousands of criminals, déployer des commandants, changer d'équipe, ajuster comme dans une entreprise. Quand quelque chose devient routinier dans le discours, il cesse d'être questionné. Ce qui aurait provoqué un choc il y a quelques années est décrit ici comme un simple problème d'exécution locale. Et c'est précisément à ce moment-là que Trump passe d'un récit de sécurité à un récit de confrontation politique directe, puis arrive le deuxième choc de preuve, plus dur à ignorer. Trump parle d'accountability.
Il affirme que tout a commencé par fraude, puis précise un montant 19 billions, rien que pour le Minnesota. Il ajoute immédiatement « If they think it's 99 billion, triple it or quadruple it ». Ce n'est plus une fusillade, ni même la sécurité. C'est une somme, un ordre de grandeur. Et surtout, une image mentale, hundreds of accountants en train de go over everything, découvrant fraud on top of fraud on top of fraud. Au même moment, il affirme que l'agitation médiatique autour de Minneapolis est à distraction. Selon lui, le bruit, les images, la pression politique servent à détourner l'attention de ces enquêtes financières. Remarque la contradiction apparente. D'un côté, une situation décrite comme grave et chaotique. De l'autre, l'idée qu'elle serait instrumentalisée pour masquer autre chose de plus dangereux encore. Si ce cadre est accepté, alors les images qui t'ont choqué ne sont plus le cœur de l'histoire, mais un écran. Et cette bascule change radicalement la façon de lire tout ce qui précède. Si ce raisonnement tient, la suite devient beaucoup plus instable. À partir de là, tout s'empile très vite. Trump ne développe plus, il empile. D'abord, il parle de la frontière. « Nobody's coming in anymore », literally. Puis, il enchaîne avec une conséquence directe. Même après la fermeture, « It shows how hard it is to clean up ». Ensuite, il bascule sur l'économie sans transition. Inflation solved, fuel à 1,89, parfois 1,85 in Iowa. Puis retour immédiat au point dur. Immigration, criminalité, propagande, images d'enfants, totally fake story. Ces éléments arrivent en rafale, sans pause, comme s'ils faisaient partie d'un seul et même problème. Sécurité, frontières, prix, médias. Tout est lié dans le même souffle. Il insiste, « We take out 25 murderers. And if we get one person a little bit wrong, headlines. » La pression est claire. Une erreur minuscule devient une crise maximale. Plus le rythme s'accélère, moins il y a d'espace pour la nuance. Le message n'est plus « voici ce que nous faisons », mais le système est contre toute correction. Et quand un récit arrive à ce stade, une question devient inévitable. Que se passe-t-il si cette logique continue à s'intensifier? À ce stade, la caméra n'est plus vraiment sur Trump, elle est sur toi. Parce que ce qu'il décrit dépasse le cadre politique. Il parle d'images qui déclenchent tout, « a picture of a little kid being taken away from their mother », qualifié ensuite de « totally fake story ». Que ce soit vrai ou faux, le mécanisme est là. Une image circule, elle frappe, elle simplifie. Et en quelques heures, elle devient la seule chose dont tout le monde parle. Pour toi, ça se traduit concrètement, car tu ouvres ton téléphone et tu vois une vidéo courte sortie de son contexte. Tu n'as ni les chiffres, ni les enquêtes, ni le temps long. Tu as une scène, une émotion, une réaction immédiate, et pendant que l'attention se fige là-dessus, d'autres décisions avancent sans bruit. Des budgets, des enquêtes, des déploiements, des changements de règles. Ce n'est pas une question d'idéologie. C'est une question de charge mentale. Quand tout arrive en même temps, tu es forcé de choisir ce qui mérite ton énergie. Et quelqu'un, quelque part, choisit à ta place. Si ce sentiment te semble familier, dis-le dans les commentaires. À ce point précis, l'histoire dépasse largement les fusillades, le Minnesota ou même Trump. On entre dans le mécanisme. Tout au long de l'interview, un levier revient sans cesse, même quand le sujet change, le levier de la saturation. Trop d'événements, trop d'urgences, trop de chiffres, trop d'images. Quand tout est critique, plus rien ne l'est vraiment. Trump décrit un système où la vitesse devient une arme. La sécurité justifie l'urgence. L'urgence écrase la procédure. Et la procédure, une fois contournée assez souvent, finit par paraître secondaire. Ce n'est pas présenté comme un abus, mais comme une nécessité. It's a very tough job. Hardest thing to solve. Le langage est constant. Pression, contrainte, inévitabilité. Ce qui rend ce modèle puissant, ce n'est pas la peur seule, mais l'épuisement. Un public fatigué ne vérifie plus chaque détail. Il cherche une cohérence simple, un récit qui relie tout. Et celui qui contrôle ce récit contrôle le tempo du débat, sans avoir besoin de convaincre sur chaque point. C'est plus subtil que ce que montrent les gros titres. Et c'est précisément pour ça que ça fonctionne. À partir d'ici, deux trajectoires commencent à se dessiner et aucune n'est théorique. Première possibilité, le récit tient. Les chiffres, les images de sécurité retrouvées, les milliards annoncés,
Tout s'aligne assez longtemps pour créer une impression de mouvement irréversible. Dans ce scénario, chaque nouvelle crise est absorbée, requalifiée, intégrée. Le Minnesota cesse d'être une anomalie, il devient un cas en cours de résolution. La pression retombe, non pas parce que tout est réglé, mais parce que l'attention est déjà ailleurs. Deuxième possibilité, le rythme se retourne contre lui-même. Plus le discours empile, plus les fissures deviennent visibles. Une décision contestée, un chiffre remis en cause, une image qui ne se laisse pas déplacer. Dans ce cas, la vitesse qui protégeait le récit commence à l'exposer. Chaque correction arrive trop tard, chaque clarification ressemble à un recul. Et soudain, la question n'est plus « est-ce que ça marche ?», mais « combien de temps encore ?» Dans l'interview, Trump n'exclut aucune de ces voies. Il parle de adjustment, de change, de solutions alternatives, if the court rules negatively. Tout est présenté comme provisoire, adaptable, en mouvement. Quand rien n'est jamais final, la prochaine étape est toujours déjà en train de se former. Au fond, cette interview ne parle ni seulement de fusillade, ni seulement de frontières, ni même seulement de Trump. Elle parle d'une chose plus simple et plus dérangeante, le contrôle du rythme. À chaque moment clé, le récit ne cherche pas à clore un sujet, mais à le dépasser. Rien ne se termine. Tout déborde vers autre chose. Sécurité vers économie, économie vers fraude, fraude vers propagande, et ainsi de suite. Quand le tempo est maîtrisé, la réalité devient secondaire face à la dynamique. Ce n'est plus « qu'est-ce qui s'est passé ?», mais « qu'est-ce qui arrive ensuite ?» Et celui qui impose cette question impose aussi l'agenda mental de millions de personnes. Revoit la séquence depuis le début. 2 morts ouvrent la porte. Mais ce n'est pas là que l'histoire reste. Elle se transforme en démonstration de mouvement permanent. Toujours en action, toujours une étape d'avance. C'est ça le vrai message. Et si tu veux comprendre ce qui vient après, pas dans les slogans, mais dans la mécanique, alors reste ici. Abonne-toi, parce que la prochaine bascule ne sera pas annoncée. Elle sera déjà en train de se produire.